Bien, bonjour à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Donc, normalement, c'est mon étudiante Sarah Robin qui devait faire la présentation, mais elle n'est pas disponible aujourd'hui car ce sujet est un axe de développement de sa thèse. Donc, Ordali pour origine et devenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans une mangrove se développant en aval d'un bassin versant urbain à Dimbéa et une comparaison avec une mangrove préservée aux îles Loyauté, à Nimègue, à Ouvéa. En quelques mots, les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont sous-étudiés sur le territoire. Peu de laboratoires font ces analyses, même il me semble qu'elles ne sont pas faites, alors qu'ils sont considérés comme des polluants prioritaires. Donc cette étude, dans le cadre de la thèse de Sarah Robin, cherche à quantifier et comprendre la dynamique des HAP, donc pour hydrocarbures aromatiques polycycliques, sur certains littoraux de la Nouvelle-Calédonie, des littoraux à mangroves. Pourquoi les mangroves ? Parce que les mangroves vont servir de filtre pour différents types d'effluents. Elles sont à l'interface entre la terre et la mer et ont une capacité à piéger les contaminants. Capacité importante du fait du taux de sédimentation également. Les particules sédimentaires sont piégées par le système racinaire. Les mangroves, c'est un environnement calme, donc dans lequel les particules peuvent se déposer. Et puis, encore une fois, tout ce qui ruisselle dans les bassins versants, qu'ils soient urbains, miniers ou aquacoles, à un moment ou à un autre, tous ces éléments, dissous particulaires, vont passer par la mangrove. Ils vont pouvoir y être filtrés, y être stockés, ou bien y être décomposés. Donc la question se pose pour ces composés, pour ces HAP, quel est leur devenir ? Déjà, est-ce qu'ils sont stockés dans la mangrove ? Est-ce que les sources peuvent être identifiées ? Et une fois qu'ils sont dans la mangrove, quel est leur devenir et l'influence des paramètres du sol des mangroves sur ces contaminants. Donc c'est un projet d'une durée de 2 ans qui a démarré l'an passé, en même temps que la thèse de mon étudiante, en partenariat avec l'IAC. Bien entendu, puisque c'est une thèse, l'école doctorale. L'origine de ce projet. L'origine de projet, c'est une discussion avec monsieur Georges Naturel, le maire de Dimbéa. Pour ceux qui connaissent, la ZAC de Dimbéa-sur-Mer et la ZAC Panda sont les 2 plus gros ZAC de toute la France, hexagone compris. Donc un développement urbain qui est relativement important, intense, qui se fait également rapidement. Et pourtant, monsieur le maire a la volonté tout de même de rendre une partie de l'environnement à ses citoyens et donc potentiellement de rendre accessible et de faire de la pédagogie autour de la mangrove. Avant de pouvoir faire cela, il faut comprendre son fonctionnement et comprendre les impacts de l'urbanisation sur cette mangrove. Donc on a développé un sujet qui concerne différents types de contaminants, notamment les éléments traces métalliques, les métaux lourds. Donc nous, on a l'habitude d'étudier dans les mangroves les métaux lourds issus de la mine, le nickel, le chrome, le fer. Là, ce sont d'autres types d'éléments traces métalliques que l'on va étudier. Et puis, pour ceux qui connaissent également, il y avait la station du péage de la Save qui était juste à côté. Il y a la Save qui est juste à côté. Il y a le bassin versant de Coutiot qui est juste à côté. Et toutes les eaux pluviales du bassin versant de Coutiot viennent se déverser dans la mangrove qui est à côté du Médipôle. Donc un sujet pour nous, j'y reviendrai. Voilà. Donc les HAP, pour ceux qui ne sont pas familiers, des molécules organiques naturelles, on peut retrouver naturellement l'environnement anthropique, qui peuvent provenir des feux de forêt, des gaz d'échappement, de rejets industriels, et ce sont effectivement des contaminants qui sont cancérigènes et mutagènes. Donc leur quantification et la compréhension de leur dynamique au sein de l'environnement est un enjeu sanitaire et environnemental majeur, notamment pour les zones urbaines, et qui n'a pas encore été prise en compte et développée sur le territoire. Donc l'approche est... Vous avez une petite image de Sarah ici qui est en train de prélever des feuilles de palétuvier, parce que un des objectifs de la thèse aussi, on ne fait pas de transfert, on ne va pas étudier le transfert des contaminants vers la faune, les poissons, les crabes. Par contre, on regarde les interactions entre le sol et les plantes et on regarde l'accumulation des contaminants dans les différents tissus des palétuviers, c'est-à-dire notamment les racines et les feuilles. Donc on compare le fonctionnement d'une mangrove urbaine et puis le fonctionnement d'une mangrove préservée. Sarah et son équipe récoltent de l'eau, des racines, des feuilles, comme c'est indiqué, et on fait ce travail à différentes saisons, aussi bien en saison sèche qu'en saison des pluies, parce que d'une part, les saisons température et précipitation vont avoir une influence sur les processus physico-chimiques, géochimiques au sein du substrat, et donc sur la dynamique des contaminants. Et puis, par ailleurs, la quantité d'effluents urbains va être fortement augmentée pendant la saison des pluies.
les mangroves étudiées au sein de ce projet. En fait, on étudie 3 mangroves sur le littoral de Dindéa, mais celle qui nous concerne pour ce sous-projet, c'est celle qui est à proximité du Médipôle. Le Médipôle est ici. Vous avez cette mangrove-ci, le bassin de versant Koutiot, donc qui est urbanisé depuis plusieurs décennies, et toutes les eaux pluviales de ce bassin versant sont concentrées vers un arroyo qui passe sous la Save et qui vient se déverser ici dans la mangrove. Donc pour ceux qui sont habitués, dans les mangroves urbaines, on peut avoir des arbres qui vont faire une dizaine, une quinzaine, et parfois jusqu'à 18 mètres, des palétuviers beaucoup plus grands que l'on peut retrouver sur le territoire. La côte ouest de la Nouvelle-Calédonie est caractérisée par un climat semi-aride, comme vous le savez. Ça génère une concentration en sel dans le substrat relativement importante. Et les palétuviers dépensent beaucoup d'énergie pour lutter contre cette salinité. C'est ce qui explique leur faible taille. Des palétuviers qui vont faire 1 mètre, 1 mètre 50 ici sur le territoire, en climat tropical humide dans un Asie du Sud-Est, peuvent faire 15 mètres. Sauf, voilà, dans les zones urbaines, on a ces palétuviers de très grande taille. Pourquoi ils sont très grands? Parce que justement, on a ces apports d'eau pluviale qui vont limiter la salinité. Et donc le palétuvier peut développer sa croissance. Par ailleurs, dans toutes ces eaux qui arrivent du bassin versant, on peut également avoir des sels nutritifs, de la matière organique qui va booster la croissance des palétuviers. Donc on a une mangrove qui est complètement déstructurée dans cette zone-ci. Rien à voir avec ce que l'on observe ailleurs sur la côte ouest, une taille des arbres qui est complètement différente. Et lors des 2 premières missions de terrain que nous avons effectuées donc en 2021, que ce soit en saison sèche ou en saison humide, on a observé un sol qui est complètement dessalé. C'est-à-dire qu'en surface, la salinité est de l'ordre de 0, alors que dans une mangrove, ça peut varier de 5 à 70 en fonction de la proximité des apports d'eau douce. Donc une mangrove fortement impactée, et puis je vous déconseille d'y aller parce que c'est quand même très sale, ça sent pas bon, il y a beaucoup de déchets. Et une mangrove, la mangrove la plus préservée que je connaisse. Donc on a pour d'autres thèmes de la thèse de Sarah, on a des mangroves de référence dans le même bassin versant, notamment à Apogoti, où là le lotissement est très récent, aucun impact anthropique jusqu'à présent et pas d'effluents urbains qui arrivent dans la mangrove. Mais on a fait le choix de nous projeter à Ouvéa. Ouvéa, la mangrove de Nimègue, au nord à Saint-Joseph, parce que c'est une mangrove que j'étudie depuis maintenant 5 ans avec des collègues néo-zélandais, australiens et américains. On étudie l'influence de la hausse du niveau des océans sur cette mangrove, aucun impact anthropique sur cette mangrove, et donc l'idée était effectivement de voir si, comme on le pense, on ne retrouve aucun HAP au sein de cette mangrove. Donc 2 contextes qui sont complètement différents. Donc je vous l'ai dit, Sarah récolte à la fois des sédiments, de l'eau, des feuilles de palétuvier. On travaille sur la minéralogie, sur la physico-chimie de l'eau, sur la nature des particules sédimentaires, mais également on travaille sur la nature de la matière organique. Le type de matière organique, le type de molécule va avoir une influence sur la dynamique des HAP. Alors, comme je vous l'ai dit, des mangroves différentes. On a déjà fait 2 missions de terrain. On prévoit une mission à Ouvéa au mois de mai. Donc au niveau de l'échantillonnage, on a bien avancé. Au niveau de la caractérisation physico-chimique des sédiments, on a également bien avancé. Le soutien en fait, que l'on a demandé au Crésica, on a plusieurs bailleurs pour ce projet. La spécificité du Crésica, c'est vraiment cette étude des HAP dans les sédiments de mangrove. Et donc nous avions demandé un financement pour pouvoir acheter des consommables. Ce sont des analyses qui coûtent relativement cher parce que les standards pour pouvoir identifier et quantifier les HAP coûtent relativement cher. Donc en année 1, en 2021, nous avons commandé ces standards et nous les avons reçus. Donc maintenant nous avons les standards, nous avons les échantillons, nous avons quelques difficultés avec la chromatographie en phase gazeuse. Nous avons eu quelques difficultés qui vont être rapidement résolues parce qu'il me semble que même Nicolas a déjà utilisé cette semaine la chromatographie. Donc Sarah va pouvoir maintenant passer à l'analyse des échantillons de HAP pour cette 2e année. J'en suis où au niveau du temps, mesdames? 5 minutes. Eh bien, on va garder ces 5 minutes pour en échanger des questions, alors. Voilà, je vous remercie. On n'a qu'un seul. Ou sinon, je peux parler fort aussi. Je ne peux pas parler fort.
Voilà, une question, deux questions, pas de questions. Oui, Nicolas. J'ai une question concernant les HAP. Est-ce qu'elles ont la possibilité de s'oxyder, notamment en fonction de l'intensité de l'ensoleillement? Et est-ce que c'est prévu de voir justement les différents types d'HAP plus ou moins oxydés et en fonction du coup de la saisonnalité? Effectivement, c'est une possibilité. La canopée est quand même relativement dense dans les mangroves, donc au niveau du sol, l'intensité lumineuse est faible. Le taux de sédimentation, la durée d'immersion par les marées fait que c'est une potentialité, mais relativement faible. Sarah a une autre manip qui concerne la décomposition de la litière. Donc on a installé des sacs à litière en surface de palétuvier. Il est possible que lorsque cette litière se décompose, elle va piéger plus ou moins de HAP, et c'est quelque chose qu'on va regarder, oui. François. Donc François Leborne de la province Sud. Ma question c'était, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les différents vecteurs, par quel biais arrivent les HAP au niveau des mangroves? Est-ce que c'est plutôt par l'air? Est-ce que c'est plutôt par l'eau? J'imagine que si vous dosez les feuilles, c'est que ça arrive aussi par l'air. Donc c'est surtout si c'est des produits de combustion. Est-ce qu'on a une idée déjà de la part des différentes contributions? Alors, on pourra répondre plus précisément quand on les aura identifiés. Quand on les aura identifiés, on pourra identifier leurs sources. Ce qu'on considère principalement, c'est que, effectivement, hein, le chenal qui collecte toutes les eaux pluviales du bassin versant de Koutio, vraiment, on considère que c'est les routes, les eaux pluviales, et cette arrivée ici qui va être le principal vecteur. Lors de la construction des différentes ZAC, il y a eu un suivi environnemental qui a été réalisé avec des points de collecte tout le long du littoral de Dimbéa et des HAP ont été identifiés dans cette zone-ci. Donc on ne travaille pas à l'aveugle. Les hypothèses des bureaux d'études étaient plus liées à l'ancienne station qui était ici, mais notre hypothèse, c'est que toute cette superficie en est la source. Pour les feuilles, en fait, on travaille plus sur le transfert, là, ça concerne plus les métaux, le transfert des éléments traces métalliques issus de l'urbanisation, du sol et des eaux de mangrove vers les tissus de palétuvier, plus que pour les HAP, qui potentiellement pourraient être fixés à l'extérieur du système racinaire. Christophe ? Merci. En fait, je me demandais pourquoi les mangroves, en fait, les HAP, ça concerne un peu tout l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique qu'il faille les regarder dans les mangroves, à part comprendre les mécanismes? Oui, alors le thème principal du projet, c'est bien l'influence de l'urbanisation sur les mangroves. Et on a identifié deux types de contaminants principaux, les éléments traces métalliques et les HAP. La proximité de la Save, encore une fois, le bassin versant de Koutio, les études des bureaux qui ont fait le suivi lors de la construction de la ZAC nous ont orientés vers ces contaminants. Voilà. Et puis aussi parce que la mangrove, effectivement, a l'interface, zone de sédimentation, d'accumulation. Mais notre plus gros challenge, c'est effectivement la mise en place de tout le protocole, puisque ce n'est pas fait sur le territoire pour l'instant. Voilà. Il y a eu des tentatives il y a une dizaine d'années, mais ça n'a pas abouti. D'une part pour des questions de budget, parce qu'encore une fois, les standards coûtent vraiment très cher, et puis par rapport au protocole. La conservation des échantillons est également un point majeur. Parce qu'on peut très vite contaminer l'échantillon, bien entendu, on n'utilise pas de plastique. Et merci Cyril pour la présentation. Alors, ok, les HAP d'un côté et les traces métalliques de l'autre. Alors, ce matin, on a eu une conférence, une présentation sur les traces métalliques qui explicitait certains résultats, notamment la sédimentation, flocage et compagnie,
des traces métalliques. Vous travaillez ensemble tous les deux là sur ces projets-là ou c'est complémentaire? C'est une autre approche technologique peut-être? Qu'est-ce qui différencie les deux études? Est-ce que oui, cela fonctionne? C'est le projet Trémor. Hein. Oui, Laurent, je suis désolé, ce matin, j'étais pas là. J'ai pas encore déjeuné. J'étais toute la journée en réunion, alors, et ce soir jusqu'à 19h, 19h30. Désolé. Donc, si tu veux m'en dire un petit peu plus, mais non, on travaille pas encore ensemble. Il semblerait que, justement, au niveau des traces métalliques, si j'ai bien compris, mais qui sont encore là, ils pourront rectifier. Voilà. La mangrove est une vraie barrière, en fait. Ça floccule, et donc ça sédimente. Tout de suite, ça va pas plus loin, en fait. Et ça c'est faux. Hein. Je vois Farid qui est dans la salle, on y a travaillé ensemble. J'ai mal compris. Voilà. Il y a, en fonction des conditions physico-chimiques des sédiments, typiquement, si on a un processus anoxique de sulfato-réduction, les pyrites vont piéger une partie des éléments traces métalliques. Si on a une oxydation du substrat, on va avoir une oxydation des pyrites, une libération des éléments traces métalliques dans les eaux, et en fonction du cycle de marée, de la position de la mangrove, on peut avoir un export d'éléments traces métalliques vers les écosystèmes adjacents. Plus la mangrove est proche du littoral, plus ce cycle d'oxydation réoxydation va être important et plus on va avoir une perte et un export. Donc oui, c'est un piège par la sédimentation, oui, c'est un piège du fait des conditions anoxiques, mais la variation des conditions physico-chimiques en fonction de l'espèce, de la saison, en fonction de la position dans l'estran, peut faire qu'on peut avoir une libération. Par ailleurs, si on coupe une mangrove, le sol va s'oxyder et une grande partie des contaminants vont être libérés et partir dans les eaux interstitielles. Les eaux interstitielles, dans la mangrove, il y a des échanges d'eau de surface et des échanges d'eau souterraine, en fonction de la marée. Si on coupe la mangrove de ses apports en eau de mer, pareil, on va avoir une absence d'apport de sulfate, plus de sulfato-réduction, d'autres processus qui vont arriver. Si on a des eaux pluviales qui arrivent, ça amène également l'oxygène, on oxyde tout ça, et ces métaux, ces contaminants se retrouvent dans les eaux. Ensuite, potentiellement biodisponibles. Donc c'est ce que l'on étudie aussi, le transfert vers les racines des palétuviers et vers les feuilles. En fonction de l'espèce, il y a différents processus d'adaptation qui peuvent être similaires au processus de lutte contre la salinité. On a aussi observé des oxydes de fer qui précipitent à la surface du système racinaire. Et ces oxydes de fer, lorsqu'ils précipitent, vont également piéger une partie des éléments traces métalliques. Et donc c'est comme une barrière qui se met autour de la racine. D'autres palétuviers piègent au niveau de la racine, ne transfèrent pas vers les feuilles. D'autres, pour lutter contre la salinité, transfèrent vers les feuilles et excrètent le sel. Et ils utilisent le même processus pour excréter certains métaux qui sont en excès. Voilà. Donc j'avais bien compris, mais là, il y a beaucoup plus de compléments. Voilà. Mais vous n'êtes pas en relation ou si? Non. Non. Ok. Y a-t-il d'autres? Ah oui. Dernière question. Bonjour. Bonjour madame. J'ai peut-être pas entendu. Mais... J'ai peut-être pas été très clair. Non, c'est pas ça. Juste savoir si vous allez étudier aussi les produits de dégradation des HAP. Oui, on va. Merci. Alors encore une fois, c'est un challenge technique, hein, mais on espère pouvoir le faire. Alors on a sélectionné des HAP, parce que des HAP, il y en a beaucoup, on a sélectionné une vingtaine. Les 20 principaux que l'on va retrouver dans l'environnement. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et donc je le redis, hein, tout ça, ça fait partie de la thèse de mademoiselle Sarah Robin, ici sur la photo. Sur la photo. Si on la voit, non? C'est pas très clair, on la voit un petit peu. On voit, ouais. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.